BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être là, que vous soyez en podcast audio, en replay vidéo, dès le vendredi ou le samedi ou le dimanche à la radio, à la télé sur BFM Business, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être fidèle à De quoi je me mêle. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro, tout à l'heure on va rentrer dans on va dire les entrailles de la nouvelle Freebox Ultra, et c'est Lionel Paris qui va s'en occuper. Il a eu cette Freebox et il nous dira un petit peu ce qu'il en pense, les spécifications techniques. Vous savez que c'est un peu la grosse actu de cette semaine, donc on rentrera dans les détails de cette Freebox Ultra tout à l'heure avec Lionel Paris. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, et puis je vous rappelle aussi qu'en version audio vous avez toujours votre petit module bonus, un module bonus qui sera dédié en fait à la, on va dire au off de l'interview que j'ai pu réaliser de Xavier Niel et que vous pouvez retrouver en replay bien évidemment sur toutes les plateformes RMC, BFM Play, etc., etc. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous, c'est parti pour De quoi je me mêle. Avec pour débriefer l'actu dans le club de la presse IT cette semaine, Anthony Morel, bien évidemment, incontournable, toujours là. Salut François, salut à tous. Super t-shirt cette semaine. Ouais, c'est le t-shirt Wouzbou. On m'arrête dans l'ascenseur toujours, c'est les petites silhouettes. Trop pour bien. Essayer de deviner qui sont les personnages. Et voilà. Anthony qui, voilà, il y a deux légendes, Anthony Morel et ses t-shirts, en fait, c'est comme ça. Mais il y a des auditeurs qui m'en envoient, donc continuez à m'en envoyer, hein. Je les porte en antenne. Tu nous en avais parlé, c'est cool, ouais, ça, vraiment, il y a une vraie communauté fan d'Anthony et de ses t-shirts. Anthony, vous retrouvez évidemment dans Good Morning Business tous les matins, mais aussi chez Estelle Denis sur RMC et RMC Story. Et on est très heureux d'accueillir cette semaine Emmanuel Paquette. Salut Emmanuel. Salut François. Voilà, un historique aussi de quoi je me mêle qui de temps en temps passe la porte de notre studio. Merci Emmanuel. De rien. Emmanuel que vous pouvez lire dans l'Informé, qui est un nouveau média qui fête sa première année d'existence. C'est ça, exactement. C'est un événement oui, un an, oui, on est tout jeune, hein, on a encore beaucoup de choses à prouver, mais oui, on est content, on est là, on essaie de s'installer dans le paysage. Voilà, l'Informé avec plein de scoops toujours, dans les médias, dans l'économie, etc., etc. On voit le vrai savoir-faire, parce que c'est vrai que les scoops, c'est ce qu'il y a de plus compliqué finalement dans ce milieu. Il faut avoir un bon réseau. Ça, c'est un truc que l'IA ne remplacera pas. Non. Autant il y a des journalistes qui risquent d'être remplacés par l'IA, autant l'IA qui trouve des scoops. Ouais, j'attends de voir. J'attends de voir quand même, tu vois. Il y a un moment, il faut aller chercher l'info quand même. Oui. Évidemment. Et l'Informé qui est un média payant, hein, bien sûr. Oui, voilà. Donc, mais on a de l'info premium. Exactement. Et évidemment, et nous ne sommes pas chers. Voilà. Combien ça coûte 10 € par mois. 10 € par mois. Ouais. Pas donné quand même. Hein. Après, non, mais voir la si on a Emmanuel, mais si on a Emmanuel, il peut pas nous faire un prix. Ah bah voilà, c'est après peut-être un prix pour les auditeurs de tu vois, QGM, ça j'en sais rien. Non, je sais pas. Évidemment. Mais en tout cas. À découvrir l'Informé. Alors, on va commenter l'actu aujourd'hui ensemble et on va commencer par le Vision Pro. Nous sommes le 2 février, alors on enregistre cette émission le 1er, mais le 2 février, c'est le jour de sortie officielle du Vision Pro. Ouais. Voilà. Absolument. Précommande depuis le 19 janvier. Ça y est, là, il est disponible aux États-Unis. C'est pas la peine de vous précipiter dans votre Apple Store français. Vous serez quand même un peu déçus. Hein. Mais ça y est, aux US, il est sorti. Et on commence, Anthony et Emmanuel, à avoir les premiers retours d'utilisateurs. Alors, les journalistes l'ont eu quelques jours auparavant. Ouais. Au-delà des essais qui ont été faits il y a plusieurs mois, là ça y est, hein, les gens reçoivent le masque chez eux et c'est vraiment dans cette configuration-là qu'on se rend compte des plus et des moins c'est ça. de ce masque. Et c'est surtout les moins qui visiblement ressortent un peu, Anthony. Un petit peu, c'est vrai, c'est le moment de vérité, parce que c'est vrai qu'il y a les keynotes d'Apple, on l'avait suivi et on était tous émerveillés, et même en n'étant pas Apple maniaque, moi je suis pas particulièrement fan d'Apple, mais c'est vrai qu'il y a ce côté waouh quand on voit les vidéos hyper léché quand il nous présente. Donc, il faut rappeler, Vision Pro, donc c'est un ordinateur spatial, comme dit Apple, donc qui permet de projeter dans notre champ de vision des informations numériques. Et donc, on voit, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, par exemple, que tu vas pouvoir projeter un écran géant pour regarder un film. Tu vas pouvoir, en télétravail, avoir 2, 3, 4 écrans devant toi, un clavier virtuel. Bon, c'est extraordinaire. C'est censé pouvoir remplacer un ordinateur,
une télé, peut-être demain ton smartphone, c'est ce que nous dit Apple, en tout cas avec cette informatique spatiale. Le truc, c'est qu'il y a un moment, il y a aussi un principe de réalité et que ceux qui l'ont testé... Qui n'est pas virtuel. Qui n'est pas virtuel, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vraiment la boîte devant, devant toi, que tu le déballes, que tu le mets sur la tête, tu te rends compte de plusieurs choses. Alors, nous, on va être tout à fait transparent, on n'a pas encore pu le tester. On n'a pas fait. Moi, je connais certains qui font l'aller-retour Paris-New York juste pour aller en acheter un et ils reviendront probablement nous dire ce que ça donne. Mais il y a beaucoup de journalistes américains qui l'ont testé. Et effectivement, alors ce qui ressort beaucoup, c'est le côté quand même encombrant, voilà, du masque. On pouvait s'en douter un peu, mais une fois que tu l'as vraiment sur les yeux et pas juste 10 minutes en prise en main produit après la keynote Apple, mais que tu vas pouvoir le tester pendant 3, 4, 5 heures, regarder juste un film avec, les gens disent 650 grammes, c'est quand même lourd. Voilà, enfin, je veux dire, quand tu regardes Avatar avec le truc sur la tête, il y a un moment, t'en as un peu marre. Ouais. Voilà, on se rend pas compte, mais une paire de lunettes, c'est quelques grammes. Exactement. Mais 650 grammes sur le crâne, eh bien, au bout d'un moment, vous avez vos muscles qui ressentent ce surplus de poids. Évidemment. Même si Apple n'a pas fait de miracle. Même si l'interface est hyper bien faite, tu as forcément cet élément physique qui est sur ton nez, que tu portes sur ton front, etc. Je lisais, juste coupe de secondes, il y a un journaliste américain qui disait quand on chausse le masque pour la première fois, c'est waouh, c'est génial. Au bout de 10 minutes, on dit waouh, mais on sent quand même le truc, quoi. Ouais, et au bout d'une demi-heure ou une heure, on se dit, bon, passer le waouh, bah, on ressent en fait le poids de cette machine. Allez voir si vous avez l'occasion le test du Wall Street Journal où tu l'as vu aussi Emmanuel, la journaliste en fait a passé 24 heures avec l'appareil sur la tête. Voilà, c'était vraiment le test. En plus elle a fait ça dans une station de ski parce que ça ressemble à un masque de ski donc c'est rigolo, il y a des séquences en extérieur. Bon bref, c'est pas mal fait et tu vois bien le truc quand même, tu vois bien les limites de l'appareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, oui c'est sympa, tu as des informations contextuelles qui s'affichent et donc tu pourrais te dire oui potentiellement ça pourrait remplacer mon smartphone. J'ai toutes les infos dans mon champ de vision, sauf qu'il y a un moment où ça devient vraiment pénible, quoi. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que... c'est vrai, bon, c'est sympa, mais c'est pas fait pour que tu le conserves 24 heures. Là, la poussée à l'extrême, en fait, le test. Non, mais déjà, tu vois, rien que regarder un film où, si on part du principe que tu pourras travailler, donc être en visioconférence, sur des sessions quand même relativement longues. Ça peut être plusieurs heures de port. C'est ça. Et donc, il y a quand même un moment où tu le sens. Et puis, alors apparemment, il y a aussi des petits bugs, y compris dans l'interface, c'est-à-dire, tu sais, en fait, tu vas gérer le casque avec des mouvements des doigts et de l'eye tracking. Et visiblement, la coordination se fait pas de manière parfaite. Donc, il y a des petits bugs. Bon, ce qui est sur une V1 d'un produit Apple, c'est pas complètement délirant, hein, mais voilà, ça nuit un petit peu à l'expérimentation. Et le dernier truc qui revenait aussi, c'est les animas. Enfin, en gros, tu crées tes personas, pas les animas, les personas. Donc, ton avatar virtuel qui est créé de manière assez spectaculaire, hein, parce que c'est avec quelques images de ton visage. En fait, tu mets le masque devant toi, il va te scanner et il va générer un avatar photoréaliste de toi. Alors, sur les démos d'Apple, ça fonctionnait parfaitement. Mais on va dire que ceux qui ont pu le tester sont un petit peu déçus du résultat. Ça fait vraiment... Ça fait des bonnes bajoues, quoi, globalement. Tu vois, c'est pas forcément très flatteur. Ça fait comment dire, c'est musée Grévin animé, quoi. C'est un peu ça. Donc, vous imaginez le résultat. Emmanuel, quel est ton point de vue sur... Parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. C'est Apple qui lance une nouvelle gamme de produits. Il se lance dans un univers qui est beaucoup discuté. Tout le monde n'est pas d'accord sur la pérennité en fait, de ce type de produit. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors effectivement, comme le dit Anthony, là on voit beaucoup de critiques de la part des journalistes. Alors moi non plus, je n'ai pas pu le tester. Hein, donc effectivement, on est cantonné à lire ce que disent les grands journalistes de la tech américaine. Et effectivement, alors sur le poids, ils disent qu'en plus, Apple, pour limiter le poids, a enlevé la batterie. Donc la batterie est de côté. Mais il y a un fil qui pendouille quand même pour rattacher la batterie. Bon, déjà, voilà, le système fait qu'on est obligé de se balader avec la batterie. Le deuxième truc, c'est que ça chauffe aussi beaucoup, visiblement. Tous ceux qui l'ont testé trouvent qu'au bout d'un certain temps... c'était pour ça qu'elle était au ski. Oui, c'est ça. Exactement. Elle n'avait pas froid à la tête. Exactement. Et le problème des batteries, justement, la journaliste du Wall Street Journal disait qu'elle devait se connecter toutes les 2 heures, puisque la batterie se vidait très rapidement. Et donc, elle restait quasiment connectée au niveau de sa prise de courant. Oui, puis en plus, un truc tout bête, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas débrancher la batterie pour en mettre une autre, parce que si vous débranchez la batterie, le masque s'arrête. Donc, vous êtes obligé de recharger tout le temps via un autre port USB-C, la batterie qui alimente en même temps le masque. Ou alors tu restes branché en secteur, quoi, mais là tu as un fil à la patte. Devant ta télé, ça passe, mais bon, pour te balader, c'est un peu... Exactement. Et puis bon, alors, il faut avoir une longue rallonge. Oui. C'est que quand on regarde le prix, je suis désolé de revenir, mais c'est $3 500. Donc quand tu dis il y a des bugs, c'est normal, c'est une V1.
certes, tu as raison, hein, c'est une V1, il y a des bugs, mais on a quand même payé 3 500 $ pour avoir un produit un peu buggé. Ouais, c'est chaud. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis d'origine auvergnate, donc forcément un sou est un sou, mais en plus, un sou, monsieur. Mais un sou en plus de quelque chose qui est un peu buggé, bon, à ce prix-là, on peut s'attendre à quelque chose un peu de plus fini, quoi. Après, le monde est peuplé de gens qui sont prêts à mettre cet argent-là pour se payer. Bah oui, parce que donc l'analyse. D'ailleurs, ils ont cramé leurs 200 000 exemplaires rapidement. Bon, après, ce chiffre ne veut rien dire pour Apple. Hein. Non, mais ils partent de toute façon sur des tout petits volumes. Bien sûr. Je pense que ça les arrange parce que même en termes de prod, je ne suis pas persuadé qu'ils arrivent à en fabriquer beaucoup. Non, ça va être intéressant de voir quand il va commencer à s'étendre un peu sur tous les marchés à l'international, si Apple arrive à suivre en termes d'industrialisation, et même si c'est quelques centaines de milliers de pièces, voir si ils arrivent à produire, en fait, à fournir. Exactement. Il y a aussi, c'est intéressant parce que je disais que le choix des matériaux est intéressant. Ils ont choisi l'aluminium et le verre, et c'est pas les matériaux les plus légers. Et c'est aussi pour ça que on a 650 grammes, et c'est ce que nous disait d'ailleurs Stan Larocque, qui est le génial inventeur du Lynx, qui est un peu on va dire le Vision Pro européen français, alors pas aussi perfectionné, hein, bien sûr, mais il le fait avec ses moyens et il s'en sort très très bien. Il expliquait qu'il ne comprenait pas pourquoi Apple avait choisi ces matériaux qui étaient très lourds dès le départ. Le verre, le verre c'est lourd, quoi. J'imagine qu'il y a un arbitrage esthétique entre la technologie, le coût, la qualité, etc. Évidemment, on n'a pas toutes les pièces en tête, quoi. Tu as les arbitrages, tu as les guéguerres entre, on l'avait assez documenté, entre l'équipe de design chez Apple et l'équipe d'ingénieurs, entre ceux qui veulent avoir un très bel objet, très, très, très abouti, et puis ceux qui veulent un truc qui fonctionne quand même au bout d'un moment. Et c'est vrai que ça crée aussi des tensions, y compris chez Apple. Donc évidemment, c'est compliqué. C'est des arbitrages qui sont extrêmement compliqués. Mais oui, évidemment, on peut se dire qu'en termes d'esthétique, l'appareil est quand même plutôt réussi. Moi, je trouve qu'il est. Voilà. Mais clair. Après, en termes de praticité, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de limites. Mais quand je disais que c'était une V1, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que tu ne peux pas te permettre. C'est inconcevable d'avoir un produit qui n'est pas fini à 3 500 €. Sachant que de toute façon, les early adopters, c'est comme à chaque fois chez Apple, ils iront acheter, ils essuieront les plâtres, alors un peu plus cher que d'habitude, mais bon, quand ils ont acheté les premiers iPhones ou les premiers iPads, ils ont essuyé les plâtres de la même manière, en sachant qu'ils ont le produit qui n'est pas abouti, qui aura une V2 qui va sortir 1 an plus tard, qui sera probablement plus léger, moins encombrant, peut-être un peu moins cher. On sait qu'ils travaillent en tout cas sur une version qui coûtera moins cher, en attendant les versions de 2, 3, 4, 5 ans qui seront peut-être plus proches de lunettes de vue comme celles qu'on porte aujourd'hui. Et moins onéreuses, c'est ça le truc. Après, il y a quand même quelques signaux. Alors, c'est le début d'une aventure, mais on voit que dans le bus, il n'y a pas tout le monde, quoi. Y en a certains qui disent, écoutez, on verra au prochain arrêt, quoi. En gros, c'est ça. Hein. C'est ça, exactement. C'est Netflix, pour moi, en fait, c'est Spotify, c'est YouTube aussi. Typiquement, YouTube, vous savez, une version VR. Si vous achetez le Vision Pro, vous n'avez pas d'appli YouTube VR. Surtout que l'un des gros arguments de vente du Vision Pro, c'est quand même justement consommer des contenus, quoi. Consommer de la vidéo. C'est l'effet waouh, il est là en fait. Sur toutes les démos qu'ils ont faites, c'est regarder un film, regarder des contenus sportifs avec un multiplex sportif et puis les statistiques des joueurs qui s'affichent en transparence. C'est vrai que c'est dingue. Sur le principe. Ça c'est top. Ça c'est cool. Mais sauf qu'effectivement, il y a des grands groupes technologiques qui disent attendez, là aujourd'hui c'est pas rentable pour nous d'y aller, quoi. Je veux dire, il va y avoir 100 000, 200 000, 300 000 utilisateurs, c'est une niche, on va pas s'embêter parce que là c'est pas juste un portage d'application, tu vois, d'un smartphone à un autre, d'un smartphone à une tablette. Il faut tout repenser, donc c'est quand même du boulot. Et Netflix a dit clairement c'est de l'argent. Le PDG de Netflix, il a dit attendez les gars, nous la techno elle est pas prête, on n'y va pas pour l'instant, on verra pour les prochaines versions, mais là pour l'instant on laisse tomber. Même chose pour Spotify, même chose pour YouTube. C'est pas le cas de tous les grands groupes technologiques, hein. Y a des réseaux sociaux comme TikTok qui y vont, t'as Disney+, Amazon Prime aussi qui sera présent, il y a aussi il y a un certain nombre de grands noms en tout cas qui ont signé. Je crois qu'il y a 250 applications exclusives spécifiquement conçues pour le Vision Pro à la sortie. Donc c'est pas complètement négligeable, il y aura de quoi se faire plaisir, mais on voit que, y compris chez des grands groupes technologiques, il y a quand même des réticences à y aller. Donc ça aussi, ça va être un frein. Pour moi, le double pari pour Apple, le double enjeu industriel, ça va être convaincre les consommateurs d'un côté, au-delà des early adopters qui achèteraient. Si Apple sortait, d'ailleurs ils l'ont déjà fait, une lingette avec une pomme dessus, de toute façon les mecs sautent dessus, donc ils vont l'acheter. Mais ça va être de convaincre le public un peu plus mainstream, on va dire, passer à l'échelle, et puis convaincre tout l'écosystème des développeurs que ça vaut le coup d'y aller, qu'il y a un marché, qu'il y a un business,
et que, allez-y, foncez et bossez pour nous trouver des killer apps aussi. Ouais, alors on comprend que Spotify ne fasse pas beaucoup d'efforts parce que d'un autre côté, les relations sont tendues avec Apple, pour un autre sujet qui est l'App Store, etc. Oui, mais moi, je pense que c'est lié. Pour le coup. Mais bien sûr, même Netflix, je pense aussi. Oui, et Google aussi avec YouTube. Voilà, donc c'est pas ils les disent non meilleurs amis seulement non plus. ils sont pas cool avec nous, donc on va pas les aider. Mais c'est intéressant de voir que là, le rapport de force d'un coup se déséquilibre. C'est passionnant, tout ça. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que justement, on parlait de rapport de force, Anthony. Mark Zuckerberg, je crois, dont l'ennemi principal est Tim Cook, ils se détestent, je crois. Enfin, en tout cas, ils sont pas amis, hyper potes, parce que rappelons que Apple a quand même enlevé des dizaines de milliards à Meta en coupant en fait toutes ces fonctions de vie privée qu'il y avait sur l'iPhone. Et donc, Meta a été obligé de revoir toute sa stratégie publicitaire, etc. Donc, ils se détestent. Mais paradoxalement, Mark Zuckerberg est plutôt bienveillant concernant le Vision Pro. Il se réjouit en fait de l'arrivée du Vision Pro. C'est assez étonnant, tu vois, on n'aurait pas vu. Ça aussi, c'est incroyable. Ça aussi, c'est un univers parallèle. C'est pas le métavers, c'est le multivers. Là. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est ouais. Mais oui, en fait, alors c'est intéressant parce que bon, en même temps, c'est assez logique d'une certaine manière, c'est-à-dire que Facebook, Meta, essaye de nous vendre depuis des années ces casques de VR. Les MetaQuest avec plus ou moins de succès. Pour l'instant, ça prend pas tellement dans le grand public, même si la qualité augmente. Les MetaQuest 3 sont quand même vraiment qualitatifs, coûtent beaucoup moins cher que le Vision Pro, même si c'est pas tout à fait le même produit, évidemment. Et donc, Zuckerberg a dit, il a affirmé que lui, il se voyait comme un concurrent du Vision Pro et comme l'équivalent d'Android dans les smartphones. Tu vois, il veut en fait qu'il y ait un écosystème qui se crée avec d'un côté Apple, de l'autre côté, Meta, qui serait une version peut-être moins chère, plus abordable, peut-être plus open source aussi, tu vois. Et donc, il y a cet écosystème qui se met en place en espérant, évidemment, que le Vision Pro prenne dans le grand public et donc que ça crée un marché, donc que ça entraîne des ventes aussi pour les MetaQuest. Peut-être que ça fasse... ça stimule la concurrence. Voilà, et que ça fasse peut-être aussi revivre cette notion, le concept de métavers qu'on a un petit peu oublié, tu vois, parce qu'il y a aussi ça derrière. Bien sûr, parce que ce Zuckerberg, c'est vrai, Emmanuel se sentait un peu seul avec ce... Non seulement il se sentait seul, mais en plus, effectivement, comme le dit Anthony, les résultats n'étaient pas là. Et puis, il est sous pression des analystes financiers, puisque aujourd'hui, il faut voir que Reality Labs, qui fait notamment les casques de réalité virtuelle, a perdu 13,7 milliards de dollars en 2022. Et là, sur 2023, au premier semestre, on était déjà à quasiment 7 milliards de pertes. Donc, en gros, disons, sur un an et demi, ils ont déjà perdu 21 milliards. Donc, les analystes disent « Ok, vous êtes gentils avec vos casques, mais à un moment donné, il va falloir quand même que ça gagne un peu d'argent. » Et donc, de voir Apple qui arrive, ça permet de dire à Mark Zuckerberg qu'il n'est pas fou, que 21 milliards de dollars, c'est pas 21 milliards de dollars à la poubelle. C'est en gros sur un marché qui va s'ouvrir et Apple fait partie et l'aide en fait d'une certaine manière à avoir moins de pression de la part des analystes financiers. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Et puis on voit aussi quand même que on peut tout reprocher à Mark Zuckerberg, c'est qu'il a du courage. C'est-à-dire que il s'est lancé là-dedans, il sait que ça va lui coûter des dizaines et des dizaines de milliards. Il tient bon la barre. Ah oui, il veut pas reculer. Ouais. Il veut pas reculer, d'autant qu'en même temps, tu as l'autre chantier IA qui est un chantier hyper important, même ne serait-ce qu'en termes d'image. Donc, enfin voilà, quoi. Il y a plusieurs feux à entretenir ou à éteindre chez Meta. Tout dépend de quel côté on se place. Ouais, puis les choses avancent. Enfin, on le voit d'un point de vue technologique. Tu vois, encore une fois, le Vision Pro, pour moi, c'est une V1. Les MetaQuest, ils se sont améliorés au fil du temps. Zuckerberg, il a montré, il a montré à quoi ça pourrait ressembler à horizon 5 ans, on va dire. Il n'a pas donné d'horizon précis, mais les avatars photoréalistes, les appareils qui vont être de moins en moins encombrants et qui ressembleront de plus en plus à des lunettes. Il lui dit, ça va arriver, soyez patient. Alors, le problème, c'est que le consommateur n'est pas forcément patient. On n'a pas envie d'attendre. La technologie, c'est là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il trébuche sur le marathon, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Mais bon, la miniaturisation des composants va faire qu'à un moment, on va y arriver, si tu veux. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, à mon avis, il ne faut vraiment pas se fier à ce qu'on voit aujourd'hui et se dire ça va ressembler à ça à l'avenir. Voilà, vraiment, ça va. Il y a aussi une petite différence de positionnement. C'est d'un côté, on a Meta qui est vraiment sur le jeu vidéo, beaucoup sur le jeu vidéo, un peu sur la communication, mais très jeu vidéo, donc très grand public. Et de l'autre côté, Apple Pro qui essaye de faire du grand public. Donc on voit pas beaucoup de jeux d'ailleurs dans les vidéos d'Apple. On est vraiment sur du cinéma, de la vidéo, mais aussi du travail. C'est-à-dire en fait, on peut avoir un faux keyboard, un faux clavier sur lequel on tape son traitement de texte. D'ailleurs, on a vu les premiers essais, c'est pas très concluant. Les gens étaient obligés de se rajouter un keyboard en vrai pour pouvoir travailler sur le Vision Pro. C'est pas du tout la même communication du côté de Facebook. À aucun moment, ils disent que vous pouvez faire des documents Word avec MetaQuest, par exemple. En gros, c'est du jeu. Donc, on a un positionnement très grand public d'un côté, de l'autre côté, un peu hybride entre grand public et pro.
Ce qui peut justifier aussi un prix à $3 500 parce que les entreprises peuvent payer, certaines entreprises peuvent payer un casque à $3 500. De l'autre côté, on est sur des casques de l'ordre de $500, donc on voit le rapport entre les deux. Donc un prix relativement bas, je dis bas, les $500, il faut les sortir quand même, mais plus accessible pour faire du volume auprès du grand public. Et de l'autre côté, un prix plus élevé pour être un peu à cheval sur les deux. Puis Meta s'était lancé dans le haut de gamme avec le Quest Pro qui était sorti l'année dernière, qui coûtait $1 500, qui a été un échec cuisant, évidemment. On évoque Mark Zuckerberg qui a, je le disais, pas mal d'incendies à éteindre. Pas plus tard qu'hier, justement, il était au Congrès. Et c'est rigolo parce qu'on va vous diffuser un petit extrait que tu vas nous commenter, enfin que tu vas nous remettre dans le contexte, Emmanuel. Ce gars-là, qui est l'un des hommes les plus puissants au monde, se retrouvait comme un enfant au fond de la classe, en train de se faire engueuler par son professeur. Remets-nous dans le contexte et pourquoi, en fait, on va vous diffuser ce petit bout-là d'intervention. Il y a une série, effectivement, d'auditions devant les élus américains de toutes les grandes plateformes. Donc ça, c'était mercredi. Voilà, donc il y a eu Snapchat, il y a eu Evan Spiegel qui est passé, il y a eu TikTok, le responsable de TikTok, et Mark Zuckerberg pour Meta, sur le sujet du harcèlement en ligne et qu'est-ce que font les plateformes pour prendre des mesures et faire en sorte de protéger les enfants, en tout cas les plus jeunes. Sujet évidemment gravissime. Exactement. Et puis en plus, ils n'ont pas le DSA, comme nous on est en train de l'avoir en Europe, pour protéger justement la population et les plus jeunes de tout ce qui peut circuler, et notamment le harcèlement en ligne. Et donc voilà, c'est dans ce contexte-là que chacun des grands PDG s'est fait auditionner pour savoir quelles mesures ils mettaient en place justement pour parer à cette problématique. Et donc, Mark Zuckerberg a été sommé de s'excuser, de se tourner par les sénateurs en disant « excusez-vous », et il s'est exécuté. C'est vrai que ça, c'est un truc de fou, quoi. On regarde, on écoute. Alors, vous êtes avec nous en audio, c'est traduit. Voilà ce qui s'est passé mercredi au Congrès américain. Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. Personne ne devrait avoir à vivre ce que vous avez vécu. C'est pour ça que nous investissons autant et que nous allons continuer nos efforts en tant que leader du secteur pour nous assurer que personne n'ait à vivre ce que vous avez vécu. Et ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, Anthony, c'est qu'il n'a pas fait de son libre arbitre. C'est-à-dire que les sénateurs lui ont dit excusez-vous. C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un jeu, j'allais dire, les sénateurs américains, enfin les membres du Congrès américain, sont assez familiers de ce genre de choses. Vraiment, quand ils auditionnent le patron d'un grand groupe technologique, enfin d'un grand groupe quel qu'il soit, ils lui rentrent dedans. Et vraiment, ils lui rentrent dedans, ça va jusqu'à l'humiliation, quoi. Et parfois, d'ailleurs, c'est assez jouissif sur certains trucs, parce que tu te dis, c'est le seul moment où ces mecs qui sont les personnes les plus importantes du monde, finalement, se font vraiment boxer, quoi. Mais vraiment, des fois, c'est sans pitié. Mais là, c'est vrai que la scène est particulièrement forte, parce qu'on lui demande, et ceux qui ne l'ont pas vu, mais on voit Zuckerberg qui se retourne vers ses pères et ses mères de famille, parfois endeuillés, quoi, et qui leur parle. Alors, endeuillés parce qu'ils ont perdu un membre de leur famille, à cause... En tout cas, en raison d'une présence de harcèlement sur l'un des réseaux sociaux de Mark Zuckerberg. Oui, c'est ça. En fait, en gros, c'est ça. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais en tout cas, c'est des parents qui ont eu à subir, on va dire, les conséquences de la toxicité des réseaux sociaux, on va le dire. En gros, s'il n'y avait pas eu Facebook, peut-être que... Peut-être, on ne sait pas. Que ces personnes seraient toujours là, mais on ne sait pas. Mais alors, ce qui est assez dingue, là, on ne l'a pas tellement entendu parce que la traduction, on n'entendait pas beaucoup Zuckerberg, on entendait le traducteur, évidemment. Mais quand tu entends le ton de Zuckerberg, c'est toujours pareil, quoi. C'est vraiment un robot, quoi. C'est-à-dire que même quand il se retourne, tu vois, pour faire son mea culpa, tu as l'impression que c'est une machine qui parle. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... T'as pas d'empathie, quoi. Il n'y a rien du tout, c'est dingue. C'est fou. Même dans un truc comme ça, tu vois. Alors après, j'imagine, c'est pas facile. Genre, t'es pris à brûle-pourpoint, on te dit retournez-vous, excusez-vous. C'est pas un truc forcément évident, tu vois. En fait, on voit même pas une petite émotion parce que, je veux dire, d'un coup, il se retrouve finalement dos au mur, avec une situation terrifiante. Complètement. Il n'y a pas d'émotion. C'est comme ça. Il n'y a pas d'émotion et il parle d'argent. On investit beaucoup pour protéger vos enfants. C'est pas la réponse, je pense, qu'attendent des parents qui ont perdu un enfant. C'est clair. Parce que tu sens qu'il y a les éléments de langage qui reviennent. Tout à fait. La stratégie, c'est genre, tu vas bien insister, Marc, sur le fait qu'on investit des milliards pour lutter contre la toxicité d'Instagram. On a vraiment beaucoup. Et donc, il te ressort ça, mais c'est complètement décalé. C'est pas du tout ce qu'attendent les parents, forcément. Mais le moment est assez. C'est dingue. Et ils sont tous passés. Il y a même le patron de TikTok.
C'est un cas pour rien. Et dans ce que disent les membres du Congrès, hein, c'est pareil, ils y vont au-delà du fait de lui demander de s'excuser, mais il y en a un qui lui dit texto, le produit que vous proposez tue, vous avez du sang sur les mains, monsieur Zuckerberg, vous n'en êtes pas conscience, vous n'y croyez pas, mais vous avez du sang sur les mains. Et la petite musique, la comparaison qui revient tout le temps, c'est la comparaison avec Big Tobacco, avec les grands groupes de cigarettes. C'est en gros les réseaux sociaux, ça crée des générations d'addicts, c'est complètement toxique. C'est un cancer. Exactement. C'est vraiment ce truc-là qu'on entend moins chez nous, en fait, mais qui est assez violent dans le discours américain. Ouais, qui est discutable d'ailleurs. Hein. Absolument. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. Oui, parce que le harcèlement existait avant les réseaux sociaux. Hein. Oui, mais après, il s'amplifie. Est-ce qu'il aurait été, il a sans doute été amplifié. Et puis il y a l'anonymat derrière qui est terrible aussi. Le pseudonymat, attention. Le pseudonymat, oui, bien sûr. Personne n'est anonyme sur Internet. Oui, mais... Il y a une enquête de police, en tout cas. Voilà, on sait très bien que n'importe qui peut se créer 3-4 profils Facebook, il n'y a pas de vérification, enfin, je veux dire, ou très peu. Voilà, quoi, c'est facile de noyer le poisson. Hein. Et alors, sur X et sur les autres réseaux sociaux, n'en parlons même pas. La Freebox, on en parlera tout à l'heure. Donc, je sais pas, peut-être Emmanuel, si tu voulais dire un truc. Non, mais tu vas rester avec nous pour le module, en bonus. Peut-être passer à Neuralink, parce que ça aussi... Autre géant américain, milliardaire américain, Elon Musk, qui creuse son sillon avec Neuralink. Et contre toute attente, encore une fois, force est de constater, alors on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, je sais que tu as fait une chronique sur Neuralink qui avance. Ouais. L'idée, c'est de dire, en mettant un implant dans le cerveau, électronique, avec évidemment toutes les précautions qui doivent être prises, et peut-être que demain, des personnes qui sont handicapées vont pouvoir ne plus avoir d'handicap et à terme peut-être avoir un humain augmenté, encore plus puissant intellectuellement, etc. Ouais. Et Elon Musk ne lâche rien là-dessus. Hein, et il avance. Il creuse son sillon, et là, donc, l'info, elle est incroyable. C'est le premier implant sur un être humain. Voilà. Vraiment. Ça, c'est fou, quand même. C'est vrai qu'on se moque parfois d'Elon Musk et de ses calendriers fantaisistes. Tu vois, quand il dit on ira sur la planète Mars en 2024, il avait donné... Il lui reste quelques mois, mais enfin, je suis pas certain, tu vois. Ouais. Il a donné comme ça des chiffres, parfois, sur certains de ses projets qui étaient complètement... Oui, Elon, c'est ça, on va voir. Mais là, en l'occurrence, tu vois, ça va quand même très, très vite. Il y a 6 mois... ou un peu plus de 6 mois, il disait dans 6 mois, on fera les premiers implants sur un être humain. Et en fait, il a délivré. Alors, il a obtenu les autorisations de la FDA, qui était évidemment le préalable indispensable pour pouvoir y arriver. Mais là, ça y est. Alors, encore une fois, il a tweeté en tout cas que la première opération s'était déroulée, qu'elle s'était bien déroulée, que le patient se portait parfaitement bien et que les résultats montraient une détection de l'activité neuronale prometteuse. C'est ce qu'il écrit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce petit implant qui fait la taille d'une pièce de monnaie, en fait, va analyser et interpréter les signaux électriques envoyés par le cerveau. Au plus près du cerveau, parce qu'il est dans le cerveau, c'est ça la différence. Exactement. Et ensuite, on va s'en servir pour contrôler un appareil électronique. Ça peut être un ordinateur, ça peut être un smartphone, ça pourrait être un exosquelette, puisqu'on parlait de personnes paralysées. Lui, il explique que ça pourrait permettre, par exemple, de dicter par la pensée. Quoi. Tu penses à un SMS et il va s'écrire automatiquement sur l'écran de ton téléphone. Donc, communiquer par la rapidité de la pensée, ce qui est quand même assez dingue. C'est sur les premiers tests, c'était sur des animaux, on voyait des singes qui jouaient à Pong en se concentrant sur la balle, à droite, à gauche, à droite. Donc ça, c'est une application. Et on pourrait aussi contrôler potentiellement un exosquelette. Donc une personne paraplégique ou tétraplégique pourrait, en se concentrant, marcher à nouveau, ce qui, pour le coup, est un espoir formidable. Personne ne peut être contre ça. Ah non. Et après, la question, c'est quand tu passes de l'homme réparé à l'homme augmenté. Et là, il y a des questions éthiques, philosophiques qui vont se poser, puisque ce qu'imagine Musk, c'est que demain, on pourrait tous, monsieur et madame tout le monde, faire augmenter notre cerveau par un implant électronique qui permettrait de doper notre intellect. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En quelque sorte nos capacités intellectuelles. Est-ce que ce serait avoir plus de mémoire ? Est-ce que ce serait, je ne sais pas, que les connexions se fassent plus rapidement ? Franchement, ça, je ne sais pas. Mais lui, en tout cas, dans son discours, et c'est ça qui est fascinant et effrayant à la fois, c'est de dire que en fait, le seul moyen pour que nous, les humains, on reste compétitifs face à l'IA, en fait, ce serait qu'on se fasse implanter, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, demain, j'exagère un petit peu, hein, mais en gros, c'est ton boulot va se faire, tu vas te faire remplacer par une IA. On pourrait te dire, attends, fais-toi implanter, puis comme ça, tu seras toujours plus fort que l'IA et on te garde. Tu peux imaginer les scénarios. Je vais très loin là pour le coup, mais tu vois un peu l'idée. C'est quand même, c'est assez fou, c'est assez vertigineux. Dans le domaine de la santé, en tout cas, c'est vrai que la promesse est dingue. Emmanuel ?
Oui, alors moi j'avais déjà vu des startups au Canada, mais il y a plusieurs années, qui travaillaient déjà sur des implants et ils étaient financés par l'armée américaine parce que l'idée c'était, alors l'armée américaine le présentait de manière quand même très consensuelle, c'était de dire on a des soldats qui reviennent de théâtre d'opérations extérieures, qui ont perdu l'usage d'un bras, de jambes, donc on va leur faire un implant et l'armée leur doit quelque chose, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez retrouver l'usage de vos jambes, etc. Ça c'est la version lisse. C'est la version lisse, mais la même fondatrice me disait c'est une technologie dite duale, donc c'est une technologie militaire et civile. Donc là, on nous vend à chaque fois tout ce qui est civil, parce qu'on ne peut pas être contre. Mais derrière, effectivement, il y a des applications militaires, notamment faire le soldat augmenté dans un deuxième temps, avec les mêmes technologies. Donc c'est pour ça qu'on parle de technologie duale qui peut avoir des applications civiles et militaires. Plus connu aujourd'hui, c'est le nucléaire. Le nucléaire, ça fait une bombe, mais ça fait aussi l'électricité qu'on consomme en France tous les jours. Donc c'est une technologie... c'est le meilleur et c'est le pire. C'est le meilleur et c'est le pire. Donc aujourd'hui, en fait, il y a déjà depuis longtemps des recherches qui sont financées par la DARPA, par l'armée américaine au sens large, pour travailler sur des implants. La différence d'Elon Musk, c'est que lui communique beaucoup, et puis il dit peu de choses. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas trop déjà qui est cette personne. Qui a dans quel état physique elle est. On imagine que le casting a dû être très fin là, parce que bien sûr il faut que la personne soit quand même en bonne santé, mais qu'elle en bonne santé. Moi, en bonne santé intellectuelle. Oui, c'est ça. Parce qu'à mon avis, il a cherché dans ce qu'il cherchait dans les volontaires à l'époque où il avait publié des avis pour trouver des volontaires. Il cherchait, je crois, des personnes lourdement handicapées. Justement. Bien sûr. Là, on ne connaît pas l'identité de la personne, donc on ne sait pas. Oui, c'est vrai que bonne santé, c'est pas tout à fait le mot, mais disons en tout cas intellectuellement. Normal, solide, mais qui n'a plus peut-être l'usage de ses membres. Et c'est quelqu'un qui a donné volontairement son accord. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut avoir toute sa tête pour donner. Voilà. Et puis surtout être dans un état où on peut se dire que finalement on va pas en sortir de cette histoire-là. C'est-à-dire que tu vois, tu es peut-être à la fin de ton existence, tu n'as plus rien. Enfin, voilà. Il n'y a plus d'espoir. Le seul espoir, c'est peut-être ça. Ouais, aussi. Après, alors peut-être, mais moi je pense que même au-delà de ça, Elon Musk, il publie un avis pour faire tester sa technologie. Tu as des milliers de personnes qui seraient prêtes à y aller, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois que tu aies un espoir ou pas. Tu vois, la fascination Musk. Exactement, même des personnes bien portantes et tout. Tu vois, ce truc de on va augmenter ton cerveau, ton intellect, tu vas participer à une expérience, tu vas être un pionnier scientifique et technologique, bosser avec les équipes d'Elon Musk et tout. Je suis à peu près certain, et sûrement être payé pour ça d'ailleurs. À mon avis, il y a plein de gens qui sont volontaires, il n'y a aucun problème. Il n'a pas donné d'informations sur ce sujet-là, mais je suis à peu près certain qu'il y a plein de gens qui sont prêts à y aller. Ça, ce qui est marrant, c'est que directement derrière, la Chine a communiqué en disant mais nous aussi, ça y est, on débloque des fonds, on y va, on va créer des implants. Sauf que là, c'était l'État chinois, via l'institut le MIIT, je crois, de mémoire. Donc eux aussi communiquent sur le fait de réaliser des implants. C'est là où on voit que c'est vraiment une technologie duale, parce que s'il n'y avait pas d'application militaire, la Chine n'irait pas autant sur ce type. Oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement stratégique. Au-delà de redonner des capacités cognitives ou physiques à des personnes mal en point, il y a quand même un aspect militaire beaucoup plus sensible derrière. Sur la partie médicale, il faut dire qu'il y a des Français aussi qui sont en pointe sur le sujet. On avait rencontré, on les connaît depuis longtemps, mais ils étaient au CES de Las Vegas, le CEA de Grenoble, et avec un laboratoire qui s'appelle Clinatech, qui fait des exosquelettes connectés à un implant cérébral et qui permettent là encore... qui n'ont pas la puissance de communication d'un Elon Musk, mais qui font des choses incroyables. Technologiquement, ils n'ont pas à rougir face à Neuralink, en tout cas face au progrès de ce qu'a montré en tout cas Elon Musk jusqu'à présent. Donc, eux ont réussi à faire marcher quelqu'un qui était paraplégique. Exactement. Alors évidemment, il est aidé d'un déambulateur, on le voit, mais grâce à cet implant, il arrive en fait à faire fonctionner ses jambes, alors qu'il était coincé sur un fauteuil roulant. Donc, absolument. Mais ce qui est fort, je rebondis sur ce que disait Emmanuel, c'est Elon Musk, il est très fort dans la communication et dans l'anticipation de la phase industrielle. C'est-à-dire que, tu vois, il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui travaillent sur ces sujets-là. Musk, lui, il a déjà pensé à la suite. Il affirme en tout cas qu'il y aura des cliniques Neuralink spécialisé là-dedans. Il a déjà conçu les robots qui sont chargés en fait de faire exactement. Tu as le petit logo, le petit machin, le robot qui en un quart d'heure te mettra ton implant neuronal. Tu vois, il a tout conceptualisé. Il y a même un prix. Le prix qui a fuité, en tout cas qui serait commercialisé aux assurances américaines, c'est $40 000 pour un implant. Ça coûterait $10 000 à Neuralink apparemment, et le prix facturé ce serait $40 000. Voilà, pour cet implant. Alors après, c'est cher, c'est pas cher, j'en sais rien, mais en tout cas, si tu veux, tout a été pensé. Il y a un business model derrière. C'est pas juste de la recherche. Oui, et puis c'est pour gagner de l'argent. Tout ça, oui, évidemment. Enfin, non, mais parce qu'il y a des recherches médicales qui sont, on va dire, à fond perdues, simplement pour faire avancer
la recherche. Là, derrière, c'est un vrai business model, c'est ce que tu disais. Je pense que, enfin, tu vois, la tech qui fait des miracles. Il y a un moment, il se dit, oui, ça peut me rapporter probablement quelques milliards en plus, tu vois. Ouais. Il y a les voitures Tesla, il y aura les robots Tesla qui vont lui rapporter encore plus que les voitures, c'est ce qu'il explique. Ouais. T'as les fusées SpaceX et puis Neuralink, pourquoi pas. Ouais. Genre, t'as ce double aspect, j'allais dire, avancée scientifique majeure et faire le bien. Objectivement, faire marcher des personnes tétraplégiques, c'est pas mal, quoi, tu vois. Mais derrière, oui, évidemment, ça reste un businessman. Enfin, c'est pas un gros mot. Tant mieux s'il gagne des milliards avec ça. Il n'y a aucun souci. C'est intéressant avec Elon Musk, on a l'impression de vivre un film de science-fiction aujourd'hui. Ouais. Voilà, il se lance dans des aventures incroyables et pour certaines, ça réussit. La voiture électrique, il est parti de rien, il a complètement bouleversé tout ce marché. L'espace, n'en parlons pas. La Neuralink, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Peut-être que ça va être un chaos total, comme X. Mais en tout cas... Puis ça nous met des nœuds au cerveau, parce que Évidemment. franchement, ça pose des questions éthiques, philosophiques qui sont. Tu vois, derrière, la question de fond, c'est est-ce que tu n'auras pas une humanité à deux vitesses avec le mec qui pourra s'acheter sa puce super puissante et celui qui pourra pas se l'acheter. Qui prendra sa vieille puce. Mais ouais, c'est ça, tu vois, tu auras la puce avancée, tu auras l'iPhone 15 de la puce et puis tu auras le vieux BlackBerry, tu vois. Le Pentium 2. Ouais, c'est ça. Parce que les enfants se feront pas moquer dans la cour d'école parce qu'ils ont un implant. C'est délirant. Tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, après, cela dit, des fois, quand tu discutes avec des personnes, tu as l'impression qu'ils n'ont pas le même processeur. Tout ça. Ça, c'est vrai. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais voilà. Et tu te dis, waouh. J'ai pas compris ce que tu disais là, d'ailleurs. Il y en a qui sont au Pentium 2 et d'autres au Nvidia dernière génération. Au GeForce, ouais. Évidemment, on va avoir l'humilité de ne pas vouloir se comparer chacun d'entre nous sur ce plateau. Moi, je suis pas avec une GeForce. Non, moi non plus, je pense pas. En tout cas, il faudrait qu'on me la démonte et qu'on me monte, parce que je suis pas sûr. Parfois. Non, c'est clair. Merci beaucoup. On va se retrouver à la fin de ce De quoi je me mêle pour un petit module bonus de quelques minutes, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance sur BFM Business de pouvoir interviewer. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Xavier Niel, et on va vous raconter un peu comment ça s'est passé. Hein. Emmanuel, merci beaucoup. Et vous restez avec nous, parce que dans un instant, la suite de quoi je me mêle, version télé et vidéo et podcast, on va rentrer dans le détail de la Freebox avec Lionel Paris qui va tout nous expliquer. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.